Bonjour à tous, c'est Professeur Manson. On va parler aujourd'hui du bilan rénal du calcium. C'est un cours destiné aux résidents de première année. Le calcium est un très important cation. Il représente environ 1 kg. Donc dans l'organisme, on a environ 1 kg de calcium. Dans la majeure partie, 99%, se situe dans le milieu intracellulaire. Mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle cellule qui contient le calcium. Donc la quantité de calcium intracellulaire est très variable. Il y a certaines cellules qui contiennent très peu de calcium et d'autres vraiment beaucoup. Et je pense particulièrement aux cellules osseuses qui contiennent une grande quantité de calcium. Donc sous forme dans 85% de phosphate de calcium et dans 15% en forme de carbonate de calcium. La deuxième cellule riche en calcium, c'est la cellule musculaire, et ce n'est pas une surprise, puisque, souvenez-vous, le mécanisme de la contraction et la réaction myosine-actine nécessitent le calcium. Donc, il y a des pompes spécifiques qui sont dédiées pour l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule musculaire. De ce 1 kg de calcium se situe dans le milieu extracellulaire. Donc, au total, la calcémie, c'est-à-dire le calcium dans le milieu extracellulaire, est compris entre 2,17 et 2,57 millimoles par litre. Un millimole est lié aux protéines, c'est-à-dire il est accroché à des protéines le plus souvent, donc 80% c'est l'albumine. 1,4 millimoles de ces 2,17 à 2,57 millimoles est ultrafiltrable, c'est-à-dire qu'il va passer lors de la filtration glomérulaire. Donc 0,2 millimoles est représenté par le calcium complexé au citrate, au phosphate et au bicarbonate, donc c'est des dimères, et seulement 1,14 à 1,23 millimoles par litre et le calcium ionisé. Donc le calcium ionisé est très important. Il représente la variable régulée. Je vous ai dit pendant les cours de physiologie, il est très important d'écrire lors de l'examen la variable régulée en gras, en couleur ou soulignée, parce qu'elle représente une information très importante lors de la notation. Donc dans le bilan calcique, la variable régulée est la calcémie ionisée, qui fait partie de la calcémie, et encore plus en détail, elle fait partie du calcium ultrafiltrable. Chaque jour, on consomme énormément de calcium, en moyenne 25 millimoles par jour. L'intestin va absorber une petite partie, qui est représentée par le pourcentage de 20%. Et 20 millimoles, le reste, va être éliminé dans les selles. Donc, les 5% qui vont être absorbés vont être éliminés par le rein. Donc, la calciurie représente 5 millimoles par jour. En fait, il faut toujours penser en pourcentage. Si on prend 30 millimoles, il y aura 20% qui vont être éliminés par le rein, etc. Donc, c'est ce qui définit un état stable. L'élimination urinaire de calcium est équivalent exactement à la quantité absorbée par les intestins, qui est, elle, dépendante de la quantité ingérée, c'est-à-dire l'alimentation. La variable régulée, comme je vous ai dit, c'est la concentration plasmatique en calcium ionisé. Il faut l'écrire, parce qu'il y a une différence entre la calcémie et la calcémie ionisée. Je vous ai dit que la calcémie est représentée par le calcium lié aux protéines et le calcium ultrafiltrable. En plus, le calcium ultrafiltrable est représenté par le calcium lié à d'autres molécules, mais aussi le calcium ionisé. Donc, le calcium ionisé n'est pas équivalent ou égal à la calcémie. Faites très attention à ça. Donc, cette variable régulée, la calcémie ionisée, va déterminer le comportement de 3 grands organes vis-à-vis du calcium. Ces 3 grands organes, il faut les retenir, c'est l'intestin, l'os et bien sûr notre bien-aimé rein. Donc cette calcémie ionisée, les variations de la calcémie ionisée va agir sur ces 3 organes via 2 grandes hormones, la PTH et la vitamine D.
va commencer par la PTH. Vous savez que la PTH est produite par les glandes parathyroïdiennes. Ces glandes parathyroïdiennes, elles ont à leur surface des récepteurs sensibles à la calcémie ionisée. Et comme on le sait tous, la PTH est une hormone hypercalcémiante. Donc on a une hypocalcémie, ça va entraîner une hyperproduction de la PTH. Et lorsqu'on a une hypocalcémie, il y aura automatiquement une hyposécrétion de cette hormone. Les parathyroïdes sont aussi sensibles au taux du calcitriol. Le calcitriol, c'est la vitamine D active, n'est-ce pas? Donc, le calcitriol est une hormone aussi hypercalcémiante. Donc, puisque la PTH est aussi hypercalcémiante, la vitamine D va bloquer la PTH pour ne pas tomber dans le versant hypercalcémie. Donc, comme ces deux hormones qui travaillent et qui ont le même effet, la vitamine D va augmenter la calcémie et la PTH va aussi augmenter la calcémie pour ne pas tomber dans un problème de l'homéostasie. La vitamine D bloque la sécrétion de la PTH. Donc, quand on a une diminution de la vitamine D active, on aura une augmentation de la PTH, ce qui permet de maintenir la calcémie dans un état normal. Et lorsqu'on a une vitamine D active élevée, on aura un blocage de la sécrétion de la PTH, ce qui peut maintenir la calcémie à l'état normal. Autre facteur pouvant influencer la sécrétion de la PTH par les glandes parathyroïdiennes, c'est le magnésium. Quand on a une hypomagnésémie, il y aura une stimulation de la sécrétion de la PTH. Et lorsqu'on a une hypermagnésémie, on a une diminution de la sécrétion de la PTH. Donc vous allez me dire pourquoi, malgré qu'il n'y a pas de récepteur au magnésium sur les parathyroïdes. En fait, la PTH a une action au niveau de l'intestin. Elle augmente l'absorption du magnésium au niveau intestinal. Donc automatiquement, lorsqu'il y a peu de magnésium, il est très important que la PTH soit augmentée pour pouvoir permettre l'absorption. Et inversement. La deuxième hormone importante dans l'équilibre du bilan calcique, c'est la vitamine D. Vous savez qu'on la puise à partir des rayons solaires. On a d'abord la prévitamine D, puis la vitamine B3, qui va être oxydée au niveau du foie, la 25OH, vitamine D, puis la deuxième hydroxydation en position 1 se fait au niveau du rein. Donc cette activation de la vitamine D au niveau du rein est stimulée par la PTH. En fait, la PTH augmente la calcémie et elle stimule la vitamine D pour permettre de stocker ce calcium qui est absorbé au niveau de l'os. Puisqu'on va voir tout à l'heure l'action de la PTH et de la vitamine D au niveau de l'os. Donc, il faut bien comprendre que la PTH est un bon ami. Elle va stimuler la vitamine D, alors que la vitamine D est une très mauvaise compagnie, de très mauvaise compagnie, puisqu'elle bloque la PTH. En fait, comment il faut réfléchir? La PTH est une hormone qui augmente la calcémie. Elle augmente la calcémie et en puisant le calcium au niveau du rein, elle augmente la réabsorption au niveau du rein et elle augmente la libération du calcium à partir de l'os. Et comme elle sait très bien que l'os est très important pour l'organisme, elle va aussi activer la vitamine D pour permettre de protéger la structure osseuse. Alors que la vitamine D est une hormone essentiellement, elle s'en fout du calcium ou presque. Donc, son rôle principal est de construire l'os, de consolider la masse osseuse. Donc, elle va augmenter le calcium et elle va donner le turnover, c'est-à-dire qu'elle va renouveler le calcium à l'intérieur de l'os. Son rôle est de maintenir une masse osseuse. Donc, retenez, le PTH est un bon ami. Il active la vitamine D. La vitamine D est une mauvaise copine puisqu'elle bloque la PTH. Malgré qu'ils ont des effets, en tout cas sur la calcémie, presque similaires. L'hypocalcémie et l'hypophosphorémie stimulent l'activation de la vitamine D, c'est tout à fait normal, puisque la vitamine D est une hormone qui augmente l'absorption digestive du calcium et du phosphore. Donc c'est un effet robot. La prolactine augmente l'activation de la vitamine D. Ici, c'est vraiment
un effet, subhanallah, la prolactine, elle est activée après l'accouchement pour pouvoir prévoir la montée laiteuse. Et comme le lait est très riche en calcium et en phosphore, la prolactine active la vitamine D pour pouvoir augmenter les stocks en calcium et produire un lait de bonne qualité pour le bébé. Parlons maintenant de tous les éléments qui bloquent l'activation de la vitamine D par le rein. D'abord l'hypomagnésémie. Donc l'hypomagnésémie, pourquoi elle bloquerait la vitamine D? Il faut savoir que l'absorption digestive du magnésium et du calcium sont en compétition. Donc quand on a une hypomagnésémie, le blocage de la vitamine D va favoriser l'absorption digestive du magnésium plutôt que du calcium. L'hypercalcémie et l'hyperphosphorémie bloquent l'activation de la vitamine D puisque la vitamine D est une hormone qui augmente l'absorption du calcium et le phosphore. Donc c'est un effet feedback. Maintenant, voyons les réactions de l'intestin par rapport à ces hormones-là. Donc, il faut savoir que l'absorption digestive du calcium, elle se fait au niveau du jéjunum et surtout au niveau de l'iléum. Donc, le calcium va être absorbé par un flux actif qui est stimulé par la vitamine D. Donc, la vitamine D va provoquer une absorption active, ce qui va diminuer le calcium intestinal. Et le gradient de concentration entre le milieu extracellulaire et l'intestin va faire qu'il y a une rétrodiffusion du calcium, donc un flux passif de sécrétion de 5 millimoles, ce qui fait que l'absorption nette du calcium sous l'effet de la vitamine D est de 5 millimoles par jour en moyenne. Le calcium qui n'a pas été absorbé et le calcium qui reflue passivement lors de la sécrétion se lie au phosphore intestinal et au oxalate intestinal et il va être éliminé dans les selles. L'effet de ces hormones sur l'os. Donc, la première hormone qui agit sur l'os, c'est la PTH, bien sûr. C'est une hormone qui stimule la maturation des ostéoclastes. Ça veut dire que ça va détruire l'os et pour ainsi libérer le calcium et le phosphate osseux. La vitamine D, par contre, elle favorise le turnover et la minéralisation osseuse. Elle va construire l'os. Elle va fixer le calcium qu'elle a augmenté son absorption au niveau du tube intestinal et le fixer au niveau de l'os. Elle a un effet bien particulier lors des hypocalcémies. Lorsqu'il y a une hypocalcémie, elle a un effet inverse. Elle va stimuler les ostéoclastes pour permettre la libération du calcium osseux et rétablir la calcémie. Donc la vitamine D, c'est pas une hormone qui construit uniquement. Elle renouvelle, c'est-à-dire elle détruit, elle construit. Elle renouvelle l'os de l'organisme, de notre squelette. On va voir maintenant l'effet des hormones au niveau du rein. Alors, il y a une hormone qui s'appelle la calcitonine. C'est une hormone particulière sécrétée par des cellules au niveau des glandes thyroïdiennes. Celle-là, je ne vais pas en parler dans ce cours, tout simplement parce qu'elle est stimulée lors des hypocalcémies et elle va agir sur l'os. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune relation avec le métabolisme rénal du calcium. C'est le métabolisme osseux du calcium. Donc pour le rein, je vous ai dit, le calcium qui est ultrafiltré, c'est le calcium lié à d'autres substances, les bicarbonates, les citrates, etc. Mais aussi la calcémie ionisée. Donc si on fait l'addition des deux, c'est 1,4 millimoles par litre. Donc on va le multiplier, comme on a l'habitude maintenant, par les 180 litres qui sont filtrés par jour. Le calcium est réabsorbé au niveau du tube proximal au tout début, donc c'est une absorption assez massive de 60% du calcium filtré. Cette réabsorption, elle est passive parce que le calcium va suivre le mouvement de l'eau et des ions suite à l'absorption du sodium et de l'eau. Donc, souvenez-vous, dans la portion première du tube proximal, le sodium va être absorbé grâce à la pompe NAK-DPase, l'eau va suivre,
la concentration va être augmentée de tous les éléments dans les urines. Donc, il y a un passage paracellulaire du calcium pour permettre d'établir un gradient de concentration, de rétablir le gradient de concentration. Vous savez que dans le tube, dans la portion la plus terminale du tube proximal, la lumière devient négative, donc elle va chasser tous les cations, que ce soit calcium, potassium, sodium, etc. Donc, il va être absorbé. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas une pompe spécifique consommant de l'énergie, c'est une réabsorption complètement passive. La réabsorption au niveau de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh représente 20% de la réabsorption totale. Souvenez-vous, dans cette portion des tubes, le sodium est absorbé grâce au cotransport NAK2Cl-. La pompe NAK-ATPase va travailler, elle va diminuer le sodium intracellulaire qui va pousser le cotransport apical NAK2Cl- à travailler. Donc, l'entrée du sodium massif va entraîner que la charge positive au niveau de la lumière va devenir plus importante. En fait, il y a une réabsorption de NaCl. Il y a des canaux au niveau apical du chlore. Donc, la lumière va devenir de plus en plus positive. Et ça va chasser tous les cations en intercellulaire, que ce soit le calcium, que ce soit le magnésium. Donc, au niveau du tube distal, on a une réabsorption de 15% du calcium filtré. Et ce fait grâce à des pompes. Ici, la réabsorption est active, puisqu'il y a des pompes propres au calcium, consommant de l'ATP, ce qui va entraîner une diminution de du calcium intracellulaire, et par la suite, l'entrée du calcium par des canaux apicaux. Dans le tube distal, il y a une réabsorption, mais pour l'instant, on ne sait pas comment, pourquoi et quelle quantité. En tout cas, on sait que 2% du calcium ultrafiltré se retrouve dans les urines. Les facteurs qui influencent la réabsorption rénale du calcium, c'est-à-dire le comportement rénal au calcium. Il y a plusieurs éléments. Déjà, la PTH et la vitamine D active, ils vont augmenter la réabsorption du calcium. Je vous ai dit que ces sont des hormones hypercalcémiantes. Donc, ils augmentent la réabsorption du calcium, mais pas n'importe où, dans le tube distal. Donc, dans ce tube distal, ces deux hormones activent la pompe ATP qui pompe le calcium vers le sang. Ça va diminuer la concentration du calcium intracellulaire et le calcium va rentrer par des canaux apicaux et sortir par cette fameuse pompe calcium ATPase. Le deuxième élément qui détermine le comportement rénal vis-à-vis du calcium, c'est le volume extracellulaire. Et ça va agir surtout dans le tube proximal. Vous avez vu déjà avec moi que l'absorption du sodium et de l'eau est tributaire et très importante de la réabsorption du calcium. Donc, quand on a un problème quelconque dans la volémie, s'il y a une nécessité de réabsorber, on est en déshydratation, il faut réabsorber beaucoup de sodium au niveau du tube proximal, donc on réabsorbera beaucoup plus de calcium. Par contre, si on est en inflation, on ne va pas absorber beaucoup d'eau au niveau du tube proximal, donc on ne va pas absorber beaucoup de calcium. Le phosphore, l'augmentation du phosphore va entraîner une diminution de la réabsorption du calcium par la diminution de la vitamine D. Donc, l'hyperphosphorémie va bloquer la vitamine D parce que c'est une hormone qui est hyperphosphoriante, c'est un effet de feedback. Et la diminution de la vitamine D va diminuer la réabsorption du calcium au niveau du tube distal, puisqu'il y aura une moindre action sur la pompe calcium ATPase. L'augmentation du magnésium, elle va diminuer la réabsorption du calcium au niveau du tube distal par diminution de la PTH. On a vu que l'hypermagnésémie va bloquer la PTH, la sécrétion de la PTH, parce que la PTH est une hormone hypermagnésémiante. Elle augmente la réabsorption du magnésium au niveau de l'intestin.
l'hypermagnésémie agit aussi d'une autre manière, surtout au niveau du tube distal, où l'absorption du calcium est secondaire à l'absorption de NaCl à ce niveau-là, par l'action de la pompe NAK-ATPase, diminuant le sodium intracellulaire, l'entrée du sodium accompagnée de potassium et de chlore par le cotransport apical. Donc on a une absorption à ce niveau de NaCl et beaucoup de chlore. Donc la lumière va devenir positive. Et cette positivité, c'est elle qui va pousser le calcium à être absorbé en intercellulaire. La présence d'une hypermagnésémie va entraîner une augmentation de la fraction filtrée du magnésium, donc augmentation du magnésium urinaire. Et ici, on aura une compétition de la réabsorption paracellulaire du calcium, ce qui va augmenter, potentialiser l'effet de la diminution de l'absorption du calcium en cas d'hypermagnésémie. Parlons maintenant de l'acidose. Donc l'acidose va entraîner une diminution de la réabsorption du calcium au niveau du tube distal, d'une façon bien particulière. Il faut savoir que le pH acide va contribuer à ce que les protéines lâchent ce qu'elles portent à leur surface. Donc l'albumine ne peut pas fixer le calcium, ce qui va augmenter le calcium libre, la calcémie ionisée. Donc, j'espère que vous avez compris, le pH acide diminue la capacité de l'albumine à retenir ou à capter plusieurs molécules dans le calcium. Ce qui va faire que le calcium va devenir libre, ça va se transformer en calcium ultrafiltrable, donc ça va être filtré. Et puis, la calcémie ionisée va augmenter. Cette calcémie ionisée augmentée va agir au niveau de la PTH en la diminuant sérieusement et en diminuant la vitamine D, ce qui va diminuer leur action au niveau du tube distal. Donc, il n'y aura pas une activation des pompes calcium ATPase. Au contraire, l'alcalose va renforcer le pH alcalin, va renforcer la capacité de l'albumine à attraper plusieurs molécules dans le calcium, ce qui va faire que la calcémie ionisée va diminuer, donc la PTH va augmenter, la vitamine D va augmenter, ce qui va augmenter la capacité de réabsorption du calcium rénal au niveau du tube distal, le site d'action de ces deux hormones au niveau du rein. Maintenant, parlons des anions non réabsorbables dans l'oxalate, la fameuse oxalate. Donc, s'il y a beaucoup de ces anions-là dans les urines ultrafiltrées, le calcium va se fixer avec cet oxalate, il ne peut pas être réabsorbé, parce que c'est une relation très forte et ils vont être éliminés tels quels. Parlons maintenant des effets des diurétiques. Donc, plus particulièrement les diurétiques de l'anse ascendante, de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh, le Lasellix. Le Lasellix est connu pour bloquer la réabsorption du calcium. Il est pourvoyeur d'hypercalciurie. Attention, il faut le garder en tête. Donc, en bloquant le cotransport NAK2Cl-, il va bloquer la réabsorption de NaCl. Donc, il n'y aura pas de lumière positive. Donc, il n'y aura pas d'absorption de calcium, tout bêtement. Maintenant, parlons des diurétiques distaux, de tube distal, ce qu'on appelle les thiazidiques. Donc, les thiazidiques bloquent le cotransport NaCl apical. Et en bloquant ce cotransport, il va entraîner quelque chose de bien particulier. Souvenez-vous que l'absorption du calcium à ce niveau-là est secondaire à la pompe ATPase calcium qui va diminuer la concentration du calcium intracellulaire, d'où l'entrée massive du calcium des urines vers la cellule. Mais comme il y a un blocage de le transport NaCl, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Le sodium urinaire va augmenter. Et le sodium urinaire est très chargé positivement, donc on aura une lumière extrêmement chargée positivement et ce sodium ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cellule parce que la pompe est en panne. Donc cette charge positive va pousser encore plus le calcium à rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc les diurétiques thiazidiques sont des diurétiques qui diminuent fortement la calciurèse. C'est très intéressant dans certaines pathologies lithiasiques. Donc retenez, les diurétiques de l'anse, le Lasellix, ils augmentent la calciurie, donc ils augmentent le risque lithiasique. Et les thiazidiques, au contraire,
contraire, diminue sérieusement la calciurèse. Ils sont intéressants, cet effet est très intéressant pour certaines pathologies. Vous allez le voir Inch'Allah, en deuxième et en troisième année. Et en quatrième. Voilà, on a fini le bilan rénal du calcium. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et je vais faire de mon mieux pour préparer tous les cours de physiologie pour aider nos chers résidents de première année qui passent bientôt leur examen de passage. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès. À la prochaine, Inch'Allah.